les forces armées congolaises ont lancé des sensibilisations des FDLR pour qu'elles déposent les armes afin de permettre au processus de Washington d'avancer, d'évoluer. Mais c'est depuis où que la campagne a été lancée, les sensibilisations, c'est depuis Ouadoukalé. C'est pour l'action de savoir, est-ce que les FDLR vont céder à une sensibilisation? Est-ce que les FDLR vont déposer vraiment les armes? On ne sait pas. Alors que dans le concept opérationnel, on parle de neutralisation. Les espoirs des Congolais réduits à néant. Les affrontements ont repris, des bombardements, des accusations. On revient encore à la case départ alors que l'on savait que le cessez-le-feu va au moins permettre aux populations de ne pas écouter le bruit des armes. Et d'ailleurs, la M23 avait tweeté pour dire « Nous voulons écouter le bruit de hou dans les champs ». À l'est de la République démocratique du Congo, ça ne marchait pas, des combats continuent. Messieurs, dames, bonjour et surtout, bienvenue. On va parler de la situation, vous faire le point de ce qui se passe, des combats sur terrain, parler de faits sur ce plateau. Le blé du lac de Kivu Morning Post, Jospin avec nous. Bonjour Jospin, surtout, bienvenue dans cette émission. Bonjour Blaise, merci beaucoup. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout à travers le monde en ce moment. On attendait ces moments pour parler des questions d'actualité. Malheureusement, on va les faire sur un ton sombre pour les populations de l'Est. Quand on parlait de cessez-le-feu, le respect de cessez-le-feu sur les lignes de front, il y avait espoir. Aujourd'hui, c'est la reprise des combats. On a observé une petite accalmie pendant quelques jours, si pas une semaine. Malheureusement, les déclarations se suivent, mais ne se ressemblent pas. Les événements aussi se suivent, mais ne se ressemblent pas. C'est pas plus tard que le week-end passé que le président Tshisekedi depuis le Brésil, quand il s'adressait à la diaspora congolaise, qu'il a annoncé que la signature des accords était imminente et qu'il attendait une invitation de la Maison-Blanche pour que la population de l'Est de la RDC vive enfin la paix tant recherchée. Quelques heures après, c'est Bertrand Bisimwa, coordonnateur adjoint de la 123, qu'on a vu depuis Doha pour la première fois lui-même. C'est au cadre président d'ailleurs du M23 jusqu'à présent. Faire un message où il n'accuse personne. Un message où il promet que bientôt il y aura silence des armes et on va écouter encore le bruit des houes à la place des bruits de bottes et qu'on va arrêter de regarder notre peuple être transporté dans des camions comme des réfugiés. Malheureusement, après cette déclaration de Bertrand Bisimwa, il y a eu un communiqué des forces armées congolaises lu par Sylvain Ekenge, le général, où il accuse la F-123 de mener des attaques contre des civils dans des villages de haut plateau de Fizi, Minembwe, Itombwe, Mwenga, dont Toué, alors que nous, sur Kivu Post, on venait d'en parler le vendredi, on venait d'être alerté par la société civile locale sur des attaques menées en coalition de l'armée congolaise en coalition avec l'armée burundaise, les Wazalendo dans cette zone-là. Et au moins 3400 personnes étaient déplacées et sont en manque des produits de première nécessité, d'assistance humanitaire de base, dont les médicaments. La société civile venait de demander en urgence l'ouverture d'un couloir humanitaire, notamment à Minembwe, pour faciliter l'acheminement d'assistance ou d'aide humanitaire. C'est-à-dire que dans le haut plateau, quand on parlait d'accalmie ailleurs, on a parlé d'une situation complexe dans le haut plateau où le combat s'est poursuivi. Mais on vient d'être encore étonné par ce qui vient de se passer à Louké, dans le Massissi, où des populations qui commençaient à revenir sont encore contraintes à regagner la brousse après d'autres frappes aériennes des forces armées congolaises. Et Laurence Kanyuka, porte-parole de l'F-123, vient de dénoncer ces attaques et condamner la violation de cessez-le-feu. C'est-à-dire que d'une part, c'est l'F-123 qui est accusé par l'armée congolaise de violer le cessez-le-feu dans le haut plateau des Fizi, du Tombe et de Mwenga au sud Kivu. Et d'autre part, au nord Kivu, c'est l'F-123 qui accuse le gouvernement congolais ou l'armée congolaise de mener encore des attaques par des drones dans des zones malheureusement peuplées. Mais il y a un point commun, l'armée congolaise rassure qu'elle va protéger la population contre ces attaques. En même temps,
le l'AF-123 rassure aussi la population que face à ces attaques, elle s'engage à protéger la population. Et nous savons le langage militaire, protéger la population, c'est-à-dire mener des contre-offensives Mais pour avancer et éloigner les dangers des zones publiques. C'est-à-dire que c'est une reprise des hostilités, des affrontements, en milieu d'un cessez-le-feu, en milieu d'une période très délicate, où on attend la signature des accords à Washington pour faciliter l'avancement du processus de Washington qui implique la RDC et le Rwanda. Est-ce qu'on peut dire à ce niveau qu'on revient à la case départ de la situation? Bon, pas du tout. Sur le plan militaire, bien sûr, c'est la reprise des hostilités, des combats, mais sur le plan diplomatique, quand même, on sent qu'il y a une avancée de par ces déclarations du président Félix Tshisekedi, quand même lui, le commandant suprême, le garant de la nation, le chef de l'État, quand il rassure qu'il y aura signature, qu'il y aura invitation, le peuple a renoué avec l'espoir. Et surtout la déclaration de Bertrand Bisimwa, vous avez suivi le week-end, il y en a qui ont jubilé. À Kinshasa et même à Goma, il y a des familles qui ont jubilé en disant finalement peut-être il y aura réouverture des banques, peut-être l'aéroport de Goma sera de nouveau opérationnel pour faciliter le business de plusieurs familles qui sont aujourd'hui par terre. Donc quand on parle de la fin des combats Blaise, on ne voit pas seulement le silence des armes, on voit aussi la reprise des activités, la reprise de la vie qui a été bloquée à un niveau donné, surtout le business entre Goma et Kinshasa, il y avait un grand business de bœuf, de viande ou des saucissons, de lait, des habits qui venaient de Kinshasa pour Goma, de marque turque. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs activités dans l'aéroport, l'import et l'export qui sont à l'arrêt aujourd'hui. Donc quand on parle d'un accord ou d'une entente pacifique politique, cela implique des solutions qui vont permettre la réouverture de la vie socio-économique également. Très bien. Alors, l'on peut se poser une question, et je la pose directement. Est-ce qu'on peut dire qu'à Doha, les deux parties n'arrivent pas à s'attendre et la reprise des combats et revient comme une forme de pression? Oui, moi aussi j'ai fait cette analyse, Blaise, et je me dis, est-ce qu'on peut se permettre de le dire? Je me dis avec des évidences que le président Félix Tshisekedi est resté figé sur sa position de considérer l'F-123 comme des supplétifs et des pantins. Sur la table des négociations. Pourquoi ce sont des hypothèses qu'on a. Il est resté sur son positionnement. Pourquoi je le dis? Parce qu'il annonce au Brésil qu'il y aura signature d'un accord à Washington, il y aura une invitation, mais il ne fait pas allusion à ce qui se passe à Doha. Et nous apprenons de sources concordantes que la délégation congolaise n'est pas encore arrivée à Doha. Il n'y a que la délégation de l'F-123 venue de Goma qui serait jusqu'à ce mardi à Doha. Alors c'était prévu une rencontre entre les deux parties facilitée par l'émir du Qatar, aujourd'hui même le 11, pour que le 13 il y ait une rencontre à Washington. Mais si déjà la rencontre de ce 11 arrivait à bâcler, on n'est pas encore à la fin de journée, si la rencontre de ce 11 a bâclé, il aura des incidences négatives sur la rencontre du 13. Parce qu'on aura du mal à avancer à Washington alors qu'à Doha, il y a un statu quo. Et puis, la RDC a placé la barre très haute en termes des conditions que le gouvernement a posées. Donc, il y a une ligne rouge qui a été fixée selon un communiqué qui a été rédigé par le ministre, signé par le ministre de la Communication et des Médias en termes des réactions du gouvernement après que des documents ont été paraphés de l'accord. Selon le gouvernement congolais, il n'y aura pas de signature d'accord dans le cadre de coopération économique régionale si il n'y a pas une paix effective. C'est-à-dire que dans les accords entre la RDC et le Rwanda, la RDC ou Kinshasa pose ces conditions. Et la première, c'est la paix effective contre la coopération économique dans la sous-région. C'est-à-dire que déjà, il y a un blocage. D'autre part, à Doha, ça n'avance pas. Est-ce que cela peut justifier ce changement de langage aussi du côté de Kigali, qui semble ne pas être très motivé encore à reprendre les chemins de Washington? Je pense qu'à plusieurs reprises, Kigali a dénoncé ces changements d'humeur, d'attitude et de positionnement politique ou même stratégique du président congolais Félix Tshisekedi. Et à la longue, ça commence à briser la confiance entre les deux parties. Vous
Vous discutez aujourd'hui, demain, vous vous accusez dans les médias, demain vous lancez des pics. À chaque fois, nous sentons Olivier Ndoungire, qui est aussi devenu très expert en la matière, il répond coup pour coup à chaque sortie de Patrick Mouyaya ou de notre officiel congolais. On sent qu'il n'y a pas d'ailleurs, confiance. pour d'autres questions, ce qui ne concerne pas le Rwanda, on l'a vu la semaine passée. Ouais, Alors, Kigali veut quoi exactement dans tout ça? Bon, moi, je ne sais pas ce que veut Kigali. Je ne m'intéresse pas à ce que voudrait Kigali. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que le peuple congolais veut. Ce que le peuple congolais veut, c'est la stabilité sous-régionale, la stabilité de l'Est de la RDC, le retour de la paix et la cessation des hostilités. Et c'est ce que les deux parties aussi se conviennent à chaque fois qu'il y a pour parler. C'est ce le fait qui n'a jamais été respecté, malheureusement. Ce que Kigali voudrait, selon Olivier Ndoungure, c'est que le Kinshasa respecte ses engagements, d'abord envers la F-123 et plus tard envers maintenant entre États. Et selon Kigali, la levée des mesures défensives rwandaises sera conditionnée par la neutralisation des FDLR. On en a parlé la semaine passée avec vous, Blaise. Les forces armées congolaises ont lancé des sensibilisations des FDLR pour qu'elles déposent les armes afin de permettre au processus de Washington d'avancer, d'évoluer. Mais c'est depuis où que la campagne a été lancée, des sensibilisations, c'est depuis où elle est allée. On se pose la question de savoir est-ce que les FDLR vont céder à une sensibilisation? Est-ce que les FDLR vont déposer vraiment les armes? On ne sait pas. Alors que dans le concept opérationnel, on parle de neutralisation. C'est parce que c'est une force armée qui est active dans le nord et le sud Kivu depuis 30 ans. Il y a des enfants qui sont nés dans ces violences, qui ont grandi et qui sont devenus aujourd'hui aussi des rebelles. D'autres sont réinsérés dans la vie socio-économique et sont devenus des Congolais détenteurs des passeports. On ne sait pas par quel mécanisme ça va se passer pour que tous ces FDLR et leurs dépendants puissent se rendre. C'est pourquoi à Washington, on a parlé de neutralisation parce qu'on a en face une force qui aujourd'hui dans les Bambo, dans les Kishishe, dans le Bwito est opérationnelle aux côtés de certaines milices contre la F-123. C'est chaque jour qu'on parle des attaques dans les Bwito, donc c'est une force qui est active et armée. Maintenant, comment ceux qui sont armés vont se comporter en face d'une sensibilisation? Je ne sais pas. C'est pourquoi on a parlé de neutralisation. Mais sur cette neutralisation, comment elle va se passer? Est-ce que c'est en coalition entre FARDC et RDF? C'est ça le scénario possible, c'est ça la finalité. Parce qu'on ne va pas demander au FARDC de neutraliser les FDLR alors que la F-123 accuse les FARDC de collaborer avec les FDLR. Est-ce que les FARDC vont neutraliser ceux qui sont présumés être leurs partenaires? Ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de la rencontre à Doha? Je parle de la rencontre d'abord de l'émir du Qatar avec Paul Kagame, nous l'avons vu, et après, l'émir du Qatar a réussi à Félix-Antoine Tshisekedi. Est-ce que la perception de Kinshasa a changé? Bon, c'était pas je ne sais pas si ils ont parlé de la situation ou du processus de Doha, mais la perception ou le positionnement politique, diplomatique de Kinshasa n'a pas changé. En lisant les contenus du communiqué signé par Patrick Mouyaya, on sent que la RDC est restée catégorique. Il faut qu'il y ait retrait peut-être des troupes de la F-123 selon Kinshasa. Il faut qu'il y ait... Parce que quand on parle de la paix effective, mais qui va imposer cette paix? C'est ça la question que moi je me pose aussi. Quand les FARDC conditionnent peut-être la signature des accords de coopération économique et à la fin de la paix par les retours de la paix effective, mais qui va imposer cette paix? C'est l'armée congolaise qui doit imposer la paix. C'est le gouvernement qui doit imposer la paix. Si on attend cette paix du Rwanda, c'est-à-dire que ça ne va jamais venir. Il faudrait que la diplomatie congolaise s'active avec détermination sur toutes les voies où on peut parler retour de la paix et que cette diplomatie-là soit du côté du peuple congolais, c'est-à-dire activer toutes les batteries pour que le plus tôt possible la paix revienne, que le silence d'armes soit effectif comme le disait Bertrand Bisimwa. Mais si on reste dans les déclarations,
sur le terrain, c'était encore des accusations, des combats, des attaques. Ça risque de ne jamais arriver. Et cette population qui commençait à aspirer peut-être à un retour de la paix va être encore déçue davantage. Ce n'est pas pour la première fois qu'on l'on parle de cette situation incertaine pour certains, inquiétante pour les autres. Qu'est-ce que vous pensez comme solution pour les deux parties, pour que les choses avancent? Pour les deux parties, d'abord à Doha. À Doha, il faudrait que le gouvernement congolais accepte cette réalité, qui est la discussion, le pourparler avec l'AF-123 comme un mouvement indépendant, d'abord, et qui contrôle la majeure partie des provinces du nord et du sud Kivu. Donc, prendre cet enjeu avec beaucoup de sérieux. Parce qu'officiellement, même si on a toujours dit que c'est le Rwanda, les AF-123 sont des supplétifs, officiellement, personne ne peut nous dire que c'est l'armée rwandaise qui contrôle Goma, Bukavu, Bunagana et partout. Officiellement, Kagame n'a jamais déclaré ou revendiqué un territoire congolais. Et il n'a jamais foulé les sols de Goma depuis la prise Officiellement, là, le gouvernement congolais discute avec une organisation qui se nomme AFC-M23. Il y avait eu même des communiqués conjoints qui avaient été lus à la RTNC, où se signait Laurence Kanyuka d'une part et de l'autre part, je ne sais pas si Tamambou. Voilà. C'est-à-dire que le gouvernement congolais doit accepter cette réalité, qu'il discute avec l'AFC-M23. Et d'ailleurs, dans une parenthèse, quand on accuse Kabila d'être le patron ou le Rwanda, il ne se retrouve nulle part, ni à Washington, ni à Doha, où se passent les discussions. C'est-à-dire que ça, c'est notre débat. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que le gouvernement doit accepter cette réalité, prendre en compte les revendications de la F-123, traiter différemment et de manière distincte le Rwanda et la F-123. Parce que le problème du Rwanda est tout autre. Le problème du Rwanda est lié d'abord essentiellement au FDLR. C'est-à-dire, si on veut coupler les deux problèmes, on risque d'aller jusqu'en 2028-2030 sans trouver des solutions. Si on veut traiter les problèmes des FDLR et les problèmes du M23 au même pied d'égalité, au même moment, on n'y arrivera pas. Moi, je pense que ce qui est capital, essentiel en ce moment, c'est de terminer d'abord la question de l'AFC-M23. Parler entre Congolais d'abord, avec la facilitation bien sûr du Qatar des États-Unis. Quelles sont les revendications de l'F-123? Quelles sont... D'abord, accepter la situation des hostilités, le cessez-le-feu, qui est la condition principale aux discussions. Le cessez-le-feu, libération des prisonniers, et puis dialogue global où on traite des causes profondes. La première cause profonde pour l'F-123, c'est la mauvaise gouvernance, la crise de légitimité, l'exclusion. Traiter toutes ces questions en y associant le Parlement. Il ne faut pas y aller sans le Parlement pour qu'il y ait des lois qui seront votées, où on instruit désormais les discours de haine sont condamnés par la loi, ou je ne sais pas. Il faut une législation qui accompagne. Il faut qu'il y ait une législation qui accompagne ces processus-là d'abord de Doha. Quand on va terminer avec cette question, maintenant, s'il y aura, je ne sais pas, mixage ou coalition ou gouvernementale, c'est avec cette force. C'est avec ces Congolais, là où ces Congolais réunifiés, avec ces Congolais retrouvés ensemble, que maintenant, la RDC va traiter la question de FDLR. Très bien. Parce que là, on va parler de neutralisation. Si c'est sur la neutralisation, s'il y aura une coalition gouvernementale RDC, Rwanda pour neutraliser ceux qui auront désisté ou résisté à la sensibilisation, ceux qui auront refusé la reddition, maintenant on parle de neutralisation en sachant qu'on y va en ordre pas dispersé. Très bien. Parce que si on veut maintenant aller à l'action de l'F-123 à moitié on parle de FDLR à Washington, on va aller de voyage en voyage. Finissons d'abord une question qui implique d'abord les Congolais. Parce que l'action de FDLR n'est pas congolaise. Il ne faut pas qu'on l'oublie. L'action de FDLR n'est pas congolaise. D'abord que le président Tshisekedi termine avec cette question qui implique des Congolais et qui met en jeu des vies des millions de Congolais. Aujourd'hui, on parle de plus de 13 millions de Congolais qui sont sous l'administration de l'F-123. C'est-à-dire que ce sont des Congolais qui sont dirigés par une administration, ceux qui sont appelés rebelles ou qui s'appellent eux des révolutionnaires. Tous les concepts possibles, rebelles ou révolutionnaires, ce sont d'abord des Congolais qui se sont révoltés et qui se revendiquent leurs droits constitutionnels
de s'opposer à un pouvoir qu'ils estiment illégitime, corrompu. Voilà, maintenant ces Congolais vont se mettre d'une même table et régler leurs questions. Et ensemble, maintenant avec le gouvernement congolais, ils vont régler la question des étrangers qui ne sont pas congolais. Qu'est-ce que vous pensez pour avoir une paix durable, surtout à l'est de la République démocratique du Congo? J'aurai le plaisir de vous lire en commentaire de cette vidéo. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi. Le décryptage, ça n'est fini. On se retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien.